Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi Asile et Immigration arrive au Sénat. Près de 300 amendements sont examinés en ce moment même en commission. Jugée trop répressive, elle risque pourtant d'être durcie par la majorité sénatoriale, alors que le gouvernement présente son plan pour favoriser l'intégration des étrangers en France. Le débat à suivre. Le glyphosate, ou comment s'en débarrasser? Cette question pourrait bien empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron. Stéphane Travert annonce une loi en cas d'absence d'avancée d'ici à 2021. Une table ronde était organisée sur les produits phytosanitaires au Sénat. On en parle dans un instant. Pour la première fois depuis 17 ans, la sécurité sociale à l'équilibre, un redressement plus rapide que prévu grâce à une conjoncture favorable, mais les dépenses de santé restent malgré tout élevées. Analyse et décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après son passage à l'Assemblée nationale, la loi Collomb arrive au Sénat. Le projet de loi Asile et Immigration, très critiqué pour son volet répressif, pourrait néanmoins être réécrit par la majorité sénatoriale avant l'examen en séance à partir du 19 juin. Quentin Calmy. Avec près de 300 amendements déposés en commission, le Sénat entend bien imprimer sa marque sur le texte Asile et Immigration. Déjà adopté par l'Assemblée nationale, il suscite la polémique depuis le début de l'année. Et pourtant, selon les parlementaires de droite, il ne va pas assez loin. Il est faible sur la lutte contre le détournement du droit d'asile, il est faible sur la lutte contre l'immigration irrégulière, il est faible sur l'intégration qui est le corollaire nécessaire d'une politique de fermeté en matière d'immigration. Les sénateurs, qui devraient adopter plusieurs modifications, les parlementaires de la droite et du centre entendent revenir sur l'article 19 qui assouplit le délit de solidarité. Autre ajout du Sénat, le Parlement fixerait des quotas en matière d'immigration. Enfin, les sénateurs veulent créer des limites dans l'accès aux visas pour les pays les moins coopératifs en matière de reconduite à la frontière. Les amendements que nous proposons, on verra bien ce que dit le gouvernement en séance, mais les amendements que nous proposons, c'est en gros pour dire, attendez, si vous avez de bonnes intentions sur le départ des immigrés clandestins, nous on propose un certain nombre de mesures pour que ce soit réaliste. Il faut un budget, il faut des conditions de rétention, il faut une capacité à expulser pour de bon. On prend le gouvernement au mot. Vous voulez nous dire que vous allez maîtriser mieux, plus encadrer, etc. Nous vous proposons les mesures concrètes pour le faire. Parmi les opposants les plus farouches au texte, les sénateurs communistes, eux, entendent porter la voix des associations et des militants. Il n'y a pas d'équilibre sur ce texte. Ce texte a vocation à faire en sorte que le plus grand nombre d'étrangers, qu'ils soient demandeurs d'asile ou réfugiés ou même migrants économiques, de les expulser du territoire français. C'est ça l'ambition que portent Gérard Collomb et le gouvernement. Un texte fleuve qui promet d'importantes confrontations dans l'hémicycle. Début des débats en séance à partir du 19 juin prochain. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur socialiste Jacques Bigot pour une réaction à cette loi Asile et Immigration. Et il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Jacques Bigot. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Jacques Bigot, je le rappelle, vice-président de la commission des lois du Sénat. Quel est votre regard, votre position sur ce projet de loi Asile et Immigration, un texte que la commission des lois examine depuis ce matin en commission? Un texte étonnant parce que je crois qu'il n'apportera pas grand-chose fondamentalement. C'est un marqueur politique plus qu'un vrai texte de loi. Le Conseil d'État l'a dit lui-même en disant mais il y a eu une loi en 2015 sur l'asile, en 2016 sur l'immigration et on n'en a pas fait encore les études d'impact. Donc à quoi sert ce texte? Sinon d'affirmer une volonté politique du gouvernement mais qui en réalité soit pas suivie de grand effet. Donc on est dans la démagogie politique. Alors les sénateurs ont déposé plus de 300 amendements. Visiblement, la majorité sénatoriale souhaite durcir encore ce texte. Un texte déjà controversé, y compris au sein d'En Marche.
Alors, ce texte est controversé par pas mal de gens et je dois dire que pour l'instant, on en est aux travaux en commission. Le rapporteur lui-même est assez constructif sur ce texte et essaie de faire en sorte que, par exemple, le délai d'appel de 15 jours soit maintenu à 1 mois. On n'a pas encore eu la discussion, mais on attend le sénateur sur la question de la prolongation de la durée de la rétention. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une demande de la part de la droite sénatoriale d'avoir plus d'informations sur les quotas, sur notre capacité d'accueil. Ça reste un vrai visiblement, sujet. l'amendement sur les quotas dont on parlait dans le sujet n'a pas été retenu, vous me disiez. Oui, pour l'instant, il n'a pas été retenu. On verra bien ce qu'il donnera, parce que c'est un vrai sujet, mais en même temps, on a un problème de clarification de la part du gouvernement de sa politique migratoire, ce qu'il ne fait pas. Quelles sont les dispositions les plus problématiques, les plus choquantes pour vous dans ce texte? Mais ce qui est déjà choquant, c'est le texte lui-même. C'est-à-dire le fait d'avoir dans un même texte à la fois traité de l'asile et d'autre part de l'immigration, c'est laisser croire que les sujets sont identiques. L'asile, c'est Pas accueillir identique, des mais en gens... tout cas corrélés. Non, c'est accueillir des gens qui ont une difficulté de vie dans leur territoire, qui sont menacés dans leur santé, dans leur vie politique, etc., et que l'on accueille. C'est le sens de l'accueil de réfugiés. Et puis à côté de ça, il y a le problème migratoire. On sait quel est le souci migratoire globalement dans beaucoup de pays d'Europe. Comment est-ce qu'on y répond? Quelle est notre capacité d'accueillir? Et comment est-ce qu'on accueille? Et surtout, comment on règle le problème des étrangers en situation irrégulière que l'on ne sait pas renvoyer sur leur territoire parce que il y a toute cette fameuse discussion avec les pays d'origine sur le laissez-passer consulaire que l'on n'obtient pas. La question des Dublinés, c'est ça. Et puis la question des Dublinés, c'est autre chose. C'est comment est-ce que l'Europe arrive à s'organiser pour que, effectivement, lorsque quelqu'un arrive sur un territoire de l'un des pays de l'Europe, c'est à ce pays de répondre à sa demande d'asile, mais comment ensuite nous nous organisons pour que ce ne soit pas tous les mêmes pays qui accueillent. Et je rappelle quand même que la Grèce a été en grande difficulté et qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfugiés qui sont encore en Turquie en raison d'accords entre l'Union européenne et la Turquie. Jacques Bigot, quelles sont les mesures au contraire que vous allez soutenir ou en tout cas qui vont plutôt dans le bon sens selon vous dans ce texte? Il n'y en a pas beaucoup, donc je ne vois pas trop ce qu'on va soutenir. Le texte, globalement, nous paraît peu utile. On va même jusqu'à envisager de signifier aux gens une orientation régionale en leur disant « vous allez sur tel territoire », mais sans leur proposer des conditions d'hébergement. Comment vous pouvez dire à quelqu'un « vous allez vers un territoire » sans se préoccuper de savoir comment il pourra être hébergé et accueilli. Alors c'est intéressant de répartir nos réfugiés sur l'ensemble du territoire. Vous voulez dire que le gouvernement renvoie la balle au département, aux régions? Que le gouvernement fait de l'effet d'annonce par sa loi, mais ne règle pas le problème au fond, qui est un problème, on le reconnaît, complexe, sur lequel on pouvait travailler comme les précédents gouvernements l'avaient fait. Très rapidement, dernière question. Il y a quelques mois, vous estimiez déjà que le gouvernement n'était pas clair sur les budgets consacrés à l'immigration. Est-ce qu'avec ce texte, c'est encore le cas? Bien sûr que cette clarification, il faut l'avoir. On constate souvent que le président de la République admire beaucoup Mme Merkel et ce qu'elle a fait, bien qu'il essaie de faire la même chose pour être capable, effectivement, que la France soit à hauteur des enjeux de ce problème migratoire. Très bien, merci beaucoup. Merci Jacques Bigot d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Pas question de toucher aux aides sociales pour les plus vulnérables. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dément les informations du Canard enchaîné, selon lequel Matignon et Bercy lui demandent de trouver 7 milliards d'économies. Jérôme Rabier. Pour le Canard enchaîné, ça y est, Agnès Buzyn a reçu sa lettre de mission pour faire des économies dans les aides sociales. Et l'addition est salée puisque ce sont 7 milliards d'euros d'économies qui seraient réclamés à la ministre des Solidarités. Une coupe qu'elle aurait refusée selon les informations de l'hebdomadaire. Mais rien de tel n'a été envisagé, dément Agnès Buzyn, qui préfère vanter l'esprit des réformes à venir plutôt qu'un cadrage budgétaire qui n'existe pas selon elle. Ça n'a jamais été envisagé. Ça n'est pas du tout la stratégie du gouvernement. Et d'ailleurs, la stratégie du gouvernement aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux personnes. Ça n'est pas de s'intéresser au budget, aux finances qui entourent la solidarité nationale. Nous voulons être utiles pour les personnes qui aujourd'hui sont coincées dans un état de pauvreté dans lequel ils n'ont aucun choix de vie et qu'ils subissent complètement. Pourtant, des économies sont bien à l'étude. Le rapport CAP22, qui a été maintes fois repoussé, devrait d'ailleurs être présenté dans les prochains jours. Le candidat Emmanuel Macron avait lui-même promis de réduire les déficits en s'attaquant à la dépense publique. Les aides sociales ne devraient pas être épargnées.
Mais impossible pour l'heure de connaître l'ampleur des coupes à venir. Ce n'était pas arrivé depuis 2001. Les comptes de la sécurité sociale sont proches de l'équilibre. Le déficit global ne devrait pas dépasser les 300 millions d'euros, un montant bien inférieur aux 2,2 milliards prévus. Nelson Géten. Depuis 17 ans dans le rouge, la sécurité sociale est sur le point de repasser dans le vert. Ses comptes sont presque à l'équilibre, moins 300 millions d'euros en 2017 contre un déficit de 2,2 milliards attendu. Ce matin, la ministre de la Santé a commenté cette bonne nouvelle, mais avec précaution. La sécurité sociale va mieux, c'est-à-dire que le fameux trou de la Sécu est en train de disparaître, mais pas pour les bonnes raisons. Pas parce que nous avons fait les réformes structurelles, tout simplement parce qu'il y a eu une rentrée assez brutale d'argent en fin d'année grâce à la reprise de l'emploi et à la croissance. Il y a en effet plus de cotisations sociales pour financer la santé, soit 7 milliards d'euros supplémentaires. Ce sont donc les Français qui ont en partie contribué à combler le déficit. Mais selon les parlementaires de gauche, l'équilibre a également été retrouvé au prix d'efforts importants demandés aux professionnels de santé. L'année 2018 correspond, dans l'histoire de la sécurité sociale, à l'année la plus importante du point de vue des économies demandées au système de santé. Ces économies sont demandées à hauteur de plus de 4 milliards d'euros. Le rétablissement des comptes sociaux ne peut pas se faire au détriment de la qualité du soin, ne peut pas se faire au détriment de la qualité du travail des médecins et de celles et ceux qui les accompagnent dans les hôpitaux. Concernant le système de santé, le président de la République a promis une réforme globale qu'il devrait annoncer avant la fin du mois. Et on retourne à la salle des conférences pour une réaction à ce déficit de la sécurité sociale qui semble sans s'améliorer. Avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés, Jean-Marie Van Lerenberg, sénateur centriste. Absolument. Bonjour Jean-Marie Van Lerenberg. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Cette diminution spectaculaire du trou de la Sécu, 300 millions de déficit par rapport aux 21 milliards d'il y a encore quelques années, c'est dû à quoi? C'est pas tellement dû aux économies, c'est plus dû aux rentrées d'argent, dû à la croissance et aux créations d'emplois. Oui. Déjà, il faut dire qu'il n'y a plus de trou, parce que 300 millions sur 500 milliards, c'est une goutte d'eau. Donc aujourd'hui, ce qui était lié, c'était un vrai symbole par rapport à la Sécu, on parlait de trou. Il n'y en a plus, donc il faut s'en réjouir. Alors, ce n'est pas effectivement dû aux économies, même s'il y en a eu, ce sont essentiellement des augmentations de recettes. La masse salariale en France, dans les entreprises privées, a cru profondément, 2,8 milliards environ cette année, donc ce qui occasionne par les cotisations des rentrées supplémentaires. Voilà la cause, les recettes supplémentaires entraînent évidemment un affaiblissement du déficit, et ça dans toutes les branches de la sécurité sociale. Est-ce que pour cette embellie, il faut également saluer la gestion sous le quinquennat de François Hollande? Est-ce qu'il faut également remercier François Hollande pour ce résultat? Je pense qu'il faut remercier tout le monde, tous les gouvernements, parce que la Sécu, ça commence après la guerre, et c'est pas terminé. Il faut regarder devant nous. Tous les gouvernements ont peu ou prou agi. François Hollande a agi, par exemple, sur les retraites, mais aussi le gouvernement Sarkozy. Non, avec les multiples réformes. Que le déficit a été drastiquement réduit ces dernières années. Le déficit a été réduit parce que, conjoncturellement, les choses se sont améliorées. Je rappelle qu'en 2008, il y a eu une crise très grave, très grave, qui a entraîné effectivement une baisse de la masse salariale, une baisse des cotisations, qui a été rattrapée aussi au fil du temps par la croissance, par le développement effectivement des recettes. Alors ça c'est pour le constat. Si la Sécu va mieux aujourd'hui, ça veut dire qu'on va mieux rembourser demain? Ben écoutez, après ça c'est un choix. Aujourd'hui les prestations, elles se montent toutes prestations confondues dans le modèle social français comme on l'appelle, à 700 milliards. Ce qui concerne la Sécu, c'est 450 voire 500 milliards. Si on compte effectivement l'UNEDIC, par exemple, les assurances chômage. Donc, le vrai problème aujourd'hui qui est devant nous, c'est comment faire des économies. Comment faire des économies au-delà des recettes, parce que les recettes, elles sont liées à la conjoncture. Donc là, vous pensez aux économies durables. Alors, des économies durables, il y est possible d'en faire. Ce que je ne crois aujourd'hui qu'il faut changer, ce que je crois qu'il faut changer, c'est le rabot, le coup de rabot, par exemple, sur les dépenses hospitalières. Et il faut regarder, par contre, dans les dépenses de médecine de ville, notamment, les dépenses qui sont injustifiées. Il y a des actes, Madame la Ministre a cité le chiffre de 30%, j'ai fait un rapport qui
donne entre 20 et 30% suivant les cas de dépenses injustifiées, inutiles, des soins redondants. Je crois qu'il y a là une manne de plusieurs dizaines de milliards. Donc on voit qu'on peut encore faire des économies dans le cadre de l'assurance maladie. Pour les retraites, on fait une réforme systémique. C'est pas pour faire des économies d'ailleurs. Les économies, vous en parlez. Un autre sujet, les aides sociales, les économies sur les aides sociales. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a démenti ce matin une coupe de 7 milliards d'euros dans ces aides sociales. Votre position là-dessus, est-ce qu'il faut faire le ménage, là aussi, dans les aides sociales? Écoutez, je pense qu'on mélange tout. Qu'il fasse faire des économies, qu'il faille faire des économies sur l'ensemble de ces budgets, 700 milliards, 7 milliards, c'est 1%, c'est rien du tout. Autrement dit, je dirais c'est la marge. Par contre, dans les aides sociales, j'ai effectivement présidé une mission sur le revenu de base. Nous avons auditionné M. Siru, qui a commis un rapport fort intéressant d'ailleurs sur le rassemblement des aides sociales, des minima sociaux dans un socle commun qui ne vise pas à faire des économies, mais permettre à chacun d'avoir ce qui lui est dû et d'avoir accès à ce qui lui est dû. Qu'on puisse faire des économies sur les 700 milliards, je le crois, qu'on puisse cibler aujourd'hui telle ou telle aide, ça je ne le crois pas. Je pense que là, pour le moment, il est trop tôt pour dire où il va falloir attaquer, sauf sur le point que je vous ai cité, c'est les dépenses indues dans le domaine des actes médicaux. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Van Lerenbergh d'avoir répondu à la question. Merci. Merci Saveria pour cette réaction. Et on va à présent en séance où Tam Tranui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle et en plein débat sur la bioéthique. Tam, c'est une question majeure qui a été débattue cet après-midi, une question de bioéthique avec cette proposition de loi qui vise à autoriser les analyses génétiques sur les personnes décédées. Oui, Delphine, vous avez raison de souligner l'importance de ce texte et l'importance du contexte également, puisqu'avec cette proposition de loi qui a été adoptée tout à l'heure, le Sénat a pris de l'avance sur la prochaine loi de bioéthique et sur le débat qui est entamé en ce moment avec la remise du rapport du Comité consultatif national d'éthique. Le résultat, c'est que pour la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le timing n'est pas le bon. Écoutez la ministre de la Santé. Je regrette en fait que le débat sur ces sujets de bioéthique débute au Sénat sur cette question précise, alors même que plusieurs rapports sont encore attendus. Je pense en premier lieu à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui nous sera rendu à la fin de l'été, mais également au rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEX, et au rapport du Conseil d'État. Je reste certaine que le vecteur le plus approprié pour la réforme que vous envisagez est la loi de bioéthique dont les travaux parlementaires devraient débuter d'ici quelques mois. Là-dessus, sur ce sujet, il y a un véritable désaccord avec l'auteur de cette proposition de loi, Alain Milon, également président Les Républicains de la Commission des Affaires sociales. Lui juge qu'il vaut mieux débattre de ce sujet précis dans le calme, dans la sérénité, loin des polémiques qui vont irrémédiablement naître dans le cadre du débat sur la révision de la loi de bioéthique. Donc si tout le monde n'est pas d'accord sur la forme, en revanche, tout le monde l'est sur le fond. Il faut pouvoir faire des analyses génétiques sur les personnes décédées, parce que cela permet d'obtenir des informations très utiles pour la famille, pour les descendants, pour savoir si quelqu'un est prédisposé à développer certaines maladies, notamment des cancers. Et cela, c'est essentiel pour surveiller tous les patients d'une même famille. Écoutez bien l'image très poétique qu'a développée tout à l'heure Alain Milon. En renforçant le traitement précoce des différentes strates de l'arbre généalogique, cette proposition de loi permet de renforcer sa vitalité. Si, comme l'écrivait un écrivain de ma région, Frédéric Mistral, les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut, les progrès de la science conjugués aux dispositions de ce texte permettent d'ajouter à la hauteur de cet arbre l'épaisseur des branchages qui, grâce au traitement précoce, pourront poursuivre leur développement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi prévoit le consentement du patient pour pouvoir procéder à de telles analyses, ce qui est par définition
impossible lorsque la personne est décédée, d'où le texte d'Alain Milon. Et d'un autre côté, bien autoriser de telles manipulations sur des personnes décédées doit se faire en tenant compte de la dignité des personnes, du respect de la vie privée. Donc le Sénat a intégré plusieurs garanties. Par exemple, eh bien, si une personne, le décédé, a exprimé de son vivant son opposition à un tel examen, eh bien, cet examen ne pourra pas avoir lieu. Sachez que malgré bien les réticences qui ont tout à l'heure été données par la ministre, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité et en commission des affaires sociales et tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Je vous le disais en titre, la polémique sur le glyphosate se poursuit. Le refus d'inscrire dans la loi alimentation l'interdiction de ce pesticide empoisonne le gouvernement qui tente de parler d'une même voix. Stéphane Travert et Nicolas Hulot sont de concert pour mettre un terme aux critiques. Sandra Sercara. Rassurer coûte que coûte et donner des gages. Ce matin, Stéphane Travert a assuré qu'une loi sera bien présentée en 2021. Si rien n'a changé d'ici là sur le glyphosate. Encore une annonce dans cette cacophonie gouvernementale sans fin. Il y a des impasses aujourd'hui sur 15%. 15%, l'agriculture de conservation, l'agriculture en terrasse et l'industrie des fruits et légumes pour la transformation. Si au terme des 3 ans, nous voyons qu'il n'y a pas de solution et que nos partenaires ne sont pas rentrés dans ce processus que nous souhaitons mettre en place avec eux, il y aura une proposition de loi. De quoi réchauffer les relations avec Nicolas Hulot aussi, plus que tendu depuis que le ministre de l'Environnement avait soutenu l'amendement interdisant le glyphosate dans la loi. Ce matin, les deux hommes tenaient le même message quasi en même temps, le retour de l'entente cordiale. Nicolas Hulot a affiché son optimisme. Est-ce que l'objectif est remis en cause? Pas une seconde. Pas une seconde. Est-ce qu'on va se donner les moyens d'évaluer, notamment avec l'INRA, toutes les alternatives? La réponse est oui. Est-ce que le gouvernement exclut de revenir à la loi si on s'aperçoit qu'on ne se met pas en situation de sortir du glyphosate dans maintenant 2 ans et demi? La réponse est oui. Le ministre a aussi défendu son bilan et assuré qu'il ne compte pas démissionner. Une façon encore de faire taire les critiques et de conforter l'idée que sur le glyphosate, le gouvernement parle enfin d'une même voix. Et avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec le sénateur Joël Labbé. C'est à vous. Bonjour Joël Labbé, merci de répondre à nos questions. On vient d'entendre Nicolas Hulot sur le glyphosate. Quand le ministre dit l'objectif n'est pas remis en cause une seconde sur le glyphosate, est-ce que vous y croyez ? En tout cas, ce que je crois, c'est que Nicolas Hulot y croit, semble y croire, et s'il le dit comme ça, pas une seconde. Moi, c'est-à-dire que vous lui faites confiance ? Oui, sauf qu'on va insister encore au Sénat pour essayer de faire inscrire, sans trop d'illusions, mais pour qu'il y ait le débat sur l'inscription dans le texte de l'interdiction du glyphosate 2021. Donc vous ne jugez pas que ce qui s'est passé sur le glyphosate, c'est un recul majeur de la question écologique au sein du gouvernement ? Si, à mon sens, il y avait justement un acte à poser, un acte fort, puisque la décision du président de la République et du gouvernement maintenant est d'en sortir d'ici 3 ans, eh bien on l'inscrit dans la loi et c'était marqué, ça avait son importance au niveau de l'Europe notamment. Alors le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, annonce une loi justement en cas d'absence d'avancée d'ici 2021. Ça vous rassure également un peu ? Non, pas du tout, en cas d'avancée. En fait, les alternatives existent si on veut bien les regarder en face et si on veut bien se dire clairement que le glyphosate est toxique à plein de points de vue pour la santé humaine, pour le végétal, mais aussi pour le monde du vivant animal. Donc il est temps de prendre les décisions qui conviennent. Alors de dire, si ça ne marche pas trop, on va faire une loi. Moi, la confiance dans le monde industriel, dans ce domaine-là, j'ai pas du tout confiance, pour être clair. Les produits phytosanitaires, les pesticides, quelle serait l'alternative aujourd'hui? On parle beaucoup du biocontrôle. Le biocontrôle, c'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Est-ce que ça, c'est une voie sur laquelle il faut travailler? Bien sûr, en travaillant avec la nature. Le problème de ces produits toxiques, pesticides, et qui sont là pour tuer, tue absolument tous les insectes cibles, mais tous les insectes, et aussi les insectes auxiliaires. La question du biocontrôle, c'est retravailler avec la nature, avec ses équilibres, les insectes, les prédateurs de ces insectes, faire en sorte que véritablement l'équilibre environnemental de biodiversité soit remis en place. Et pas le biocontrôle industriel.
qui va dire on va élever des coccinelles par exemple et les envoyer en masse lorsqu'il y a des problèmes sur une culture, ça tient pas, il faut reconstituer l'écosystème. Voilà, parce que justement l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si des alternatives réelles existent à ces pesticides. Où en est la recherche là-dessus ? À mon sens, c'est insuffisant au niveau de la recherche. Dès l'instant qu'on cherche des alternatives molécules pour remplacer des molécules, on n'y arrivera pas. En fait, c'est la question du modèle qui doit être remis en question et le modèle émergent Le modèle agricole ? Modèle agricole et le modèle émergent, mais qui est en place depuis longtemps, mais qui commence maintenant à être enfin reconnu, c'est l'agriculture biologique. Et là encore, il y a à travailler au niveau de la recherche sur la question des espèces végétales, sur la question de la résistance, mais de la résistance naturelle, pas ces nouveaux OGM qu'on veut nous faire avaler encore là, et qui sont des OGM, enfin on va dire VRTH, variétés résistantes ou tolérantes aux herbicides. Ça veut dire que on peut les arroser de pesticides, d'herbicides, et elles survivent. Ça ne tient pas. Cette modernité de l'agriculture, nous, on la condamne absolument. Un dernier mot très rapidement sur les néonicotinoïdes. Nouvel appel des scientifiques, 200 spécialistes appellent à interdire sans délai ces insecticides qui sont impliqués dans l'effondrement de la biodiversité terrestre et aquatique. On en est où sur les néonicotinoïdes ? Eh bien, on n'en est qu'interdiction à partir du 1er septembre 2018. On l'a voté dans le cadre de la loi biodiversité, à l'arrache, et c'était passé. Donc ça va être appliqué. Maintenant, on est en plein dans l'air du temps. Par contre, avec dérogation, nous, ce qu'on demande, on en sait trop maintenant pour se dire pas du tout de dérogation dès 2018. Très bien, merci beaucoup. Merci Joël Labbé d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va prolonger ce débat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Conconne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste de la Martinique. Également sur ce plateau, Philippe Mauguin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Vous avez été auditionné ce matin par les sénateurs dans le cadre d'une table ronde sur les produits phytosanitaires. Bienvenue à vous. Jean Bizet est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, sénateur LR de la Manche. Didier Marteau est également sur ce plateau, président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Vous êtes par ailleurs coprésident de la Commission environnement de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et puis j'accueille enfin Ronan Dantec. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE de la Loire-Atlantique. Première question pour vous, Philippe Mauguin, puisqu'on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des alternatives au glyphosate notamment. Saveria Rojek en parlait à l'instant. Où en est-on de la recherche justement sur ce point ? Alors, on a été questionné, l'INRA, par le gouvernement au mois de novembre dernier sur l'état des lieux de l'agriculture française et de l'agriculture européenne vis-à-vis du glyphosate. On a rendu ce rapport au mois de novembre, qui a été rendu public, et c'est logique, vu la sensibilité du sujet. Ce que montre le rapport, c'est qu'il existe un certain nombre d'alternatives techniques au glyphosate pour faire le désherbage des cultures. On le dit dans le rapport, c'est les scientifiques qui l'ont écrit, c'est souvent un petit peu plus compliqué, d'où les difficultés dans la discussion avec la profession. Il peut y avoir des modifications de matériel à acquérir, il peut y avoir un temps de travail sur les cultures un peu plus long, mais il y a des alternatives dans 80 à 85% des cas. Et puis, il y a aussi des impasses, c'est ce qu'on a reconnu. Une impasse, c'est quand il n'y a pas d'autre solution que le désherbage à la main. Là, on a considéré qu'il fallait le pointer. Trois grandes situations d'impasse. La première, c'est l'agriculture de conservation des sols, qui est une démarche qui est intéressante puisqu'elle vise à faire le minimum d'intervention sur les sols pour avoir de meilleurs couverts végétaux, une meilleure vie du sol. Et ces agriculteurs qui font ça utilisent un petit peu de glyphosate entre deux couverts. Donc il faut qu'on travaille avec eux pour des alternatives. On a d'autres situations compliquées, les viticulteurs ou les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que l'état de la recherche permet aujourd'hui justement d'interdire et de se passer du glyphosate ? Ce qu'on a dit, l'état de la recherche qui a été validé par des experts européens dans notre rapport au gouvernement. Le gouvernement et le président de la République lui-même en a tenu compte, puisque dans ses vœux début d'année, le président Macron a dit qu'il fallait tenir compte de l'existence ou non d'alternatives et des impasses. Ce qui nous est demandé, et c'est normal, par le gouvernement, et nos chercheurs sont mobilisés, c'est de trouver des alternatives, y compris sur ces trois grandes catégories d'impasses: viticulture en terrasse, légumes d'industrie qui ont les cahiers des charges très précis, sans mauvaises herbes, et puis la question de l'agriculture de conservation des sols. Moi, je pense que c'est possible d'atteindre des solutions techniques sur ces impasses dans les prochains mois et les 2 prochaines années. Jean Bizet. Écoutez, moi, sur ce sujet, je considère que, nous sommes dans un débat
émotionnel, puisque les 12 agences qui ont traité de cette question, seul le CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche contre le cancer qui est relié à l'OMS, dit qu'il y a des preuves limitées de la cancérogenicité du glyphosate, mais les 11 autres disent qu'il n'y en a aucune. Mais nous légiférons sous la pression et l'émotion sociétale. Deuxièmement, je vous rappelle que ce genre de sujet est en compétence partagée avec l'Union européenne. Si bien qu'on peut prendre toutes les décisions que l'on veut au niveau national, alors que nous sommes dans un marché unique, c'est-à-dire liberté de circulation des produits. On trompe ainsi le consommateur qui croit que si c'est interdit dans 3 ans en France, il sera sauvé. C'est faux. On trompe le consommateur et on met l'agriculteur français en distorsion de concurrence. Donc, moi, je souhaite, si vous voulez, qu'on élève un jour le débat et que nous ayons des débats sur des sujets de ce type qui soient basés sur des considérations scientifiques. Est-ce qu'il y a encore débat sur le caractère dangereux, sur la dangerosité du glyphosate, selon vous? Évidemment que non. Moi, j'ai été vice-président de Nantes Métropole en charge de l'environnement. La norme potabilité eau brute de notre prise d'eau de secours était dépassée à cause des EMPA qui sont les produits de dégradation du glyphosate. Pourquoi on parle autant du glyphosate? C'est que le glyphosate est utilisé massivement. Du coup, on en retrouve partout énormément. Qu'on a aujourd'hui des problèmes d'effondrement de la biodiversité. Avant de parler de santé humaine, parlons d'abord de biodiversité. Qu'on est effectivement sur un modèle à bout de souffle. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la table ronde de ce matin et le travail de l'INRA, je ne sais pas si l'INRA aurait produit le même rapport il y a 20 ans. Je pense qu'il y a une évolution et qu'on voit qu'on est maintenant... Moi, je suis sorti assez optimiste du débat de ce matin. J'en bisais probablement bien moins sur le fait qu'on voit qu'on a une mutation à faire, qu'il y a derrière à essayer de créer une cohérence. Par exemple, quand on dit 50% de produits de qualité, c'est pas que du bio dans les cantines demain, ça répond un peu à l'objection de Jean Bizet de dire mais finalement, si on demande à nos agriculteurs des changements de méthode, il faut leur garantir aussi. Est-ce qu'ils sont prêts, ces agriculteurs, Didier Marteau, à ces évolutions? On est quand même dans cette mutation. On est quand même dans cette mutation, mais il ne faut surtout pas, comme Jean Bizet l'a dit, réduire le glyphosate à l'impact sur la santé humaine. C'est d'abord un impact sur la biodiversité. Je trouve que c'est un débat qui est pour moi dommage, parce qu'au départ, le glyphosate, on nous l'a vendu comme étant un des produits les moins toxiques. Il n'était même pas taxé, je rappelle. Hein. Deuxièmement, on nous l'autorisait à utiliser les cours d'eau, pour traiter les cours d'eau. Ensuite, je pense qu'il a été mal utilisé par certains, et pas par les agriculteurs. Moi, j'ai vu des jardiniers du dimanche avec l'arrosoir. Enfin, c'est des non-sens, des quantités absolument incroyables qui ont été utilisées. Je pense qu'en effet, il n'y a pas eu de restriction. Nous, on demande qu'ils soient encadrés à la limite, et qu'on puisse en avoir une quantité limitée. Aujourd'hui, moi, dans mon département, j'ai fait le calcul, c'est même pas 1 litre à l'hectare, ce qui est, à mon avis... Mais c'est vrai qu'il était trop utilisé. Le problème, c'est que si on supprime le glyphosate, comme ça a été dit, pour certaines cultures, comme l'agriculture de conservation, qui ne pourra pas continuer, on revient à du labour, on revient à du désherbage mécanique, c'est-à-dire du fioul, de l'usure, un bilan carbone catastrophique. On va utiliser 2 ou 3 autres molécules, quelquefois, pour arriver au même effet. Donc je ne sais pas si le bilan est bon. Voilà, entre 2 mots, il faut des fois choisir, et c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui. Je trouve qu'on parle beaucoup du glyphosate et peut-être pas assez de l'ensemble des produits phyto. Justement, on va parler aussi d'un autre pesticide, puisque c'est l'actualité aujourd'hui. Il s'agit du chlordécone. C'est le journal Le Monde qui révèle bien que ce pesticide ultra toxique a été utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe entre 1972 et 1993, et que la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont aujourd'hui contaminés. Quels enseignements peut-on tirer de ce scandale, selon vous? Je vais dire à mon collègue qui est à ma droite que ce sont les mêmes arguments qu'on nous donnait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, jusqu'aux dérogations qui ont été accordées 3 années supplémentaires qui ont fait qu'on a encore utilisé, malgré l'interdiction en 90 du chlordécone en Martinique, en Guadeloupe jusqu'à 93. On nous donnait les mêmes arguments, qu'il n'y avait pas d'alternative, que le produit était allé soupçonner mais pas dangereux. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'on a empoisonné la Martinique et la Guadeloupe. Et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on découvre l'étendue des dégâts. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que ce pesticide va rester présent dans nos sols pendant plusieurs centaines d'années. Et que dans le sang de tout Martiniquais, de tout Guadeloupéen, il y a aujourd'hui des limites parfois extrêmement élevées de chlordécone qui se transmettent de la mère à l'enfant et qui sont aujourd'hui potentiellement accusés de maladies graves, de dysfonctionnement thyroïdien, jusqu'au cancer de la prostate que l'on trouve dans des proportions extrêmement considérables chez nous.
la dangerosité supplémentaire d'un produit comme le chlordécone, c'est que la rémanence dans les sols s'évalue en centaines d'années. Je dis bien en centaines d'années. Ce produit a en plus contaminé non seulement les terres, les eaux de rivière. Il est aujourd'hui interdit de pêcher le moins de crustacés, le moins de poissons dans les rivières. Et pire, 2/3 des eaux du littoral marin sont aujourd'hui interdits de pêche parce que tout ce qui faisait la petite pêche côtière d'un certain nombre d'espèces, de coquillages, de certains poissons, de langoustes, etc., eh bien aujourd'hui, ces mêmes pêcheurs sont indemnisés pour arrêter leur activité ou alors sont obligés d'aller pêcher plus loin. Donc pour moi, principe de précaution à l'extrême, parce que ces arguments, on les a entendus il y a 20 ans, on les a entendus il y a 30 ans, le mot a été et on a prononcé. continué. Appliquer un principe de précaution sur le glyphosate, quand vous entendez ce que nous décrit Catherine Conconne sur le chlordécone. Sur le principe de précaution, il est dans notre Constitution. Donc c'est les acteurs publics et les sénateurs, les députés, le gouvernement qui sont évidemment les premiers à le porter dans les actes. Le rôle de la recherche, c'est effectivement, parce que le principe de précaution, comme on dit souvent, ne doit pas être un principe d'inaction. Le rôle des chercheurs, c'est de trouver des solutions. Donc nous, on trouve des solutions, pas toujours, mais souvent. Heureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé est absolument dramatique, vous l'avez dit, aux Antilles. Aujourd'hui, avec les chercheurs du CIRAD et de l'INRA, on a trouvé des solutions qui permettent aux planteurs de bananes dans les Antilles de protéger leurs bananes. Et paradoxalement, voilà, on a des pièges, on a du biocontrôle, il y a des nouvelles approches et on espère que les bananes des Antilles, aujourd'hui et demain, seront parmi les plus durables au monde. C'est déjà le cas. Donc, c'est ça qui est un message d'espoir dans un contexte qui est effectivement dramatique. Donc, nous, on est effectivement mobilisés pour trouver des solutions. Sur le glyphosate, on a des solutions à trouver et comme le disait Didier Marteau, il ne s'agit pas de remplacer une molécule chimique par une autre molécule chimique. Ce qu'on va essayer de trouver comme solution pour l'agriculture de conservation des sols, c'est des techniques qui seront des techniques plus naturelles. Et donc, les couverts végétaux, est-ce qu'on peut trouver des couverts végétaux qui occupent le sol et qui vont être détruits mécaniquement sans qu'on ait besoin de labourer, ce que ne veut pas faire l'agriculture de conservation? On a des pistes. C'est ça, j'ai envie d'être un petit peu optimiste quand même dans ce débat. On a des pistes avec les agriculteurs. Et est-ce que ça sera avant 2021, puisque justement Stéphane Travert, le ministre, dit et s'il n'y a pas vraiment, en absence d'avancée, on passera par la loi. Nous, mais alors, il y a deux choses différentes dans le débat. Et parfois, ça se mélange un peu. Il y a les impasses pures où on n'a pas de solution. Sur celle-là, on a dit, il y en a 3 grandes catégories. On aura des solutions à proposer, je pense, avant l'échéance. Et puis, il y a l'autre partie qui est importante, les 85% d'utilisation. On a dit qu'il y avait des alternatives, mais qui nécessitent de l'accompagnement, de la formation, peut-être de l'aide aux agriculteurs pour qu'ils s'engagent. Et c'est vraiment, il faut jouer sur les deux tableaux. Là où il y a des alternatives techniques, on ne va pas nous demander de trouver des nouvelles solutions. Elles existent, mais il faut aider les agriculteurs à les mettre en œuvre. Didier Marteau l'a dit ce matin. Il y en a qui le font. Si vous voulez bien, puisqu'on parlait aussi de cette table ronde. Et puis, il y a les pures impasses sur lesquelles la recherche est mobilisée. Il y a eu aussi également, en tout cas, votre discours. L'audition de Stéphane Travert, c'était cet après-midi. Il a été interpellé par un de vos collègues sénateurs, Laurent Duplon. On l'écoute. On a eu, et vous vous en félicitiez, 72 heures de défouloir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le principe du bien-être animal et des phytosanitaires. Les agriculteurs ont été choqués par les débats qui ont eu lieu dans cette Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur n'achète pas des produits phytosanitaires pour faire plaisir au lobbying d'une firme. Il les achète avec l'argent qu'il transpire tous les jours. Et il les achète parce que tout simplement, il a besoin soit de protéger ses cultures, soit de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une certaine forme de prévention pour que ces cultures ne soient pas atteintes. Ronan Dantec, ensuite Jean Bizet. Oui, moi l'exemple de la banane me semble le bon exemple. Est-ce qu'on fait de l'agriculture française demain l'incarnation d'une agriculture de qualité, y compris à l'exportation? C'est ce débat-là qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers cette intervention très caricaturale de ce sénateur républicain, le fait d'essayer de retarder... aussi les inquiétudes des agriculteurs, Ronan Dantec. Il est dans son rôle. En permanence, on retarde les échéances et les mutations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les chambres d'agriculture. Je suis quand même un des grands défenseurs contre l'artificialisation des sols. On discute avec les agriculteurs régulièrement, de dire, à partir du moment où la mutation est engagée, on ne l'arrêtera pas. C'est quoi les filières? C'est quoi la stratégie pour que ce soit au juste prix? C'est cette discussion qu'on doit avoir, au lieu de continuer à dire, non, c'est pas dangereux, tout ça est émotionnel.
Jean Bizet affaiblit l'agriculture française par ce discours-là. Non, c'est pas non, ça n'est pas émotionnel. Jean Bizet, puisqu'on vous interpelle, est-ce que vous affaiblissez l'agriculture française? Je ne le pense pas. Depuis que je suis dans cette maison, j'ai tout fait pour l'appréhender autrement. Mais je voudrais dire à ma collègue, je dirais des Antilles, on ne peut pas raisonner de la même façon. Le chlordécone, il y a un problème. Et un gros et sérieux problème. C'est pas la même molécule que le glyphosate. Oui, mais... C'est pas du tout la même. Alors, qu'on ait tenu ce discours à une certaine époque. Mais moi, à qui voulez-vous que l'on se réfère, si vous voulez, quand vous avez 12 agences qui travaillent sur le sujet? Or, Didier Marteau, qui est le seul agriculteur présent sur ce plateau, dit que les recommandations, c'est 5 litres à l'hectare. Aujourd'hui, ils sont à 1 litre. Et demain, pour avoir discuté avec les professionnels de la filière, avec des nouvelles technologies d'épandage plus ciblées, on va descendre à un facteur 40. Donc, M. Labelle l'a dit d'une certaine façon, et on l'a eu en débat, c'est moins un problème, je dirais, de molécules. Il y en a des bonnes et il y en a des très mauvaises. Et il y en a peut-être des mauvaises à découvrir. Bien sûr qu'il y en aura. Mais, si vous voulez, c'est un problème de modèle de société. Il faut savoir ce que l'on veut dans un monde qui est particulièrement ouvert. C'est ça le problème. Ouais, Philippe Mauguin. Et sur l'état de la recherche aussi chez nos voisins européens, est-ce que vous pouvez vous inspirer de certaines pratiques ou certaines recherches qui sont déjà peut-être plus avancées que chez nous? Alors, plusieurs leviers sont mobilisables. On a regardé, sans dire peut-être que l'agriculture biologique, comme le disait le sénateur Labbé, est la solution pour toute l'agriculture française, européenne ou mondiale. C'est intéressant de regarder les leviers que les agriculteurs bio, parfois et souvent avec l'aide de la recherche, ont mobilisés, parce que dans certains cas, on va les reprendre. Deuxième réponse sur l'Europe. Le sénateur Bizet nous disait ce matin qu'il fallait penser européen. On essaye et on va monter des programmes de recherche européens. Prochaine échéance, un programme franco-allemand sur la sortie des pesticides en recherche. Donc il faut que la recherche européenne ait aussi un élément de réponse qui pourra peut-être réconforter les agriculteurs dans l'idée qu'ils ne seront pas les seuls à faire cette transition, mais que c'est bien un mouvement mondial. Ouais, Didier Marteau. Oui, écoutez, ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je me bats aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions. Ça fait à peu près 20 ans que je me suis engagé sur ce dossier, 10 ans depuis que M. Sarkozy avait décidé de faire le Grenelle, on a engagé un plan qui s'appelle Ecophyto, qui a permis de commencer à avoir des pistes. On n'a pas semé du blé, on a planté des arbres. Les premiers fruits commencent à tomber, 10 ans. Et il ne faut pas se leurrer, il y aura encore un peu de temps, parce qu'il faut convaincre. Il y a un tiers des agriculteurs qui sont déjà bien engagés, un tiers qui se posent des questions. Il faut du temps, mais il y a aussi urgence, puisqu'on voit aussi le gouvernement qui s'est engagé. Mais vous avez des marchés en face. Moi, quand je vends mon blé, ce n'est pas des fruits. Je suis analysé sur les mycotoxines. Je suis analysé. Ou alors, il faut changer les règlements. Là aussi, ça rentre en ligne de cause. Moi, je veux bien, je m'adapte au marché, mais je suis obligé de répondre au marché quand il me faut des protéines, donc il me faut de l'azote. Vous voyez, c'est pas si simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on a mis en place avec la recherche, avec les instituts techniques, où on a décidé de travailler ensemble pour essayer de mettre concrètement en place des solutions. Et les solutions, il y en a de plus en plus. On a trouvé 250 en 5 ans dernièrement. 250 solutions alternatives au phyto. Ce ne sont pas comme ça, c'est un travail de tous les jours. Avec les agriculteurs, on a mis des groupes, 3000 fermes, c'est-à-dire 3000 agriculteurs qui sont engagés dans des groupes, 250 groupes. Et on a à peu près 250 solutions aujourd'hui qui permettent des alternatives au phyto. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a aussi un problème politique? Puisqu'on a vu à l'Assemblée nationale, on a dit que les lobbies avaient été à l'œuvre, empêchant justement l'inscription dans la loi de l'interdiction du glyphosate. Moi, je ne veux pas être caricatural au sens où on a un vrai problème à partir du moment de cette mutation de l'agriculture française, et la France est en avance en Europe. Tout le travail qu'on a fait sur les néonicotinoïdes lors de la loi biodiversité au Sénat avec Joël Labbé, ça se retrouve aujourd'hui dans la législation européenne. Ce qu'on a fait quand on a interdit le glyphosate sur les cultures urbaines, où c'était du grand n'importe quoi, avec le jardinier du dimanche. On l'a passé au Sénat, c'est le Sénat qui l'a voté en premier. Donc je crois que la mutation est engagée. La discussion qu'on a à avoir avec le monde agricole, c'est pas de retarder les échéances, histoire de les retarder. C'est un peu le problème de ne pas l'avoir inscrit dans la loi cette fois-ci qui a semé le trouble et la confusion. C'est de dire, à partir de là, effectivement, il y a des distorsions de concurrence. Est-ce que par rapport au CETA, par rapport au Mercosur, tout ça fait sens? Et de discuter sérieusement avec les organisations agricoles, y compris à l'échelle européenne, pour trouver cet équilibre-là. Donc moi, ce que je regrette avec ce qu'a dit Jean Bizet, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on retarde l'échéance, là où il faut sérieusement discuter Jean Bizet du modèle économique. Pour partir en commission. Mais il faut qu'on discute du modèle économique, y compris c'est quoi le libre-échange à partir du moment, c'est pas les mêmes règles pour tout le monde, mais on n'est peut-être pas si loin. Donc je suis
suis plus optimiste ce matin qu'au soir du vote de la loi alimentation, mais je trouvais qu'on a eu un débat très très intéressant. Puisque vous en parlez de ce débat ce matin, est-ce qu'il y avait aussi la directrice de l'ANSES qui était interrogée par les sénateurs, et elle s'est exprimée sur la question des néonicotinoïdes. Je vous propose de l'écouter. Nous avons montré que pour plus de 80% des usages, il existe des alternatives qui sont à la fois chimiques et non chimiques. Et nous avons isolé, identifié des usages pour lesquels soit il n'existe aucune alternative, ni chimique ni non chimique, il y en a 6, soit pour lesquels il existe des alternatives chimiques, mais une seule substance avec un risque de résistance très élevé, soit des alternatives chimiques plusieurs alternatives chimiques, mais pour lesquelles, qui sont de la même famille, donc même risque de résistance, donc pour lesquelles on est pauvre, très pauvre en alternatives chimiques, et pour lesquelles il n'existe pas de solution agroécologique opérationnelle. Ce que nous disons, c'est qu'aucune méthode n'assure à elle seule une efficacité suffisante pour remplacer les néonicotinoïdes, mais qu'une combinaison de méthodes doit être envisagée dans une approche de lutte intégrée, chimique, non chimique et autres. Catherine Conconne, on voit que c'est pas si facile de trouver des alternatives aussi bien pour le glyphosate que pour aussi les... Oui, et c'est pourquoi j'encourage la recherche. Je tire mon chapeau à tous ces chercheurs qui travaillent au quotidien, qui cherchent sous la pression souvent parce qu'il faut aller vite. Le temps d'avant n'est pas le temps d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'aller au CIRAD en Guadeloupe, voir comment on peut développer des espèces qui sont résistantes à la cercosporiose noire qui détruit nos plantations et qui ne peuvent pour l'instant se passer de certains nombres d'antifongiques. Eh bien, il faut pousser la recherche. Et en poussant la recherche, on se rend compte que parfois on fait des prouesses. Sachez aujourd'hui que la banane qui était très décriée à cause du chlordécone, qui a été pointée du doigt, est aujourd'hui devenue la banane la plus vertueuse du monde, a engagé des processus qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un consommateur mange une banane de Martinique ou de Guadeloupe, elle mange un fruit qui est 100 fois plus pur que celui que l'on reçoit du Mercosur, etc., de pays andins et compagnie. Donc, il faut absolument pousser la recherche, y aller, parce que derrière, il y a des expériences extrêmement heureuses. Je ne veux pas non plus pointer du doigt les agriculteurs. Vraiment, je vous le dis, monsieur le président, en vous regardant dans les yeux, je ne veux pas pointer les agriculteurs. Je suis à leur côté tous les jours. Je vois leurs difficultés. Et vous imaginez bien que dans un milieu tropical comme le nôtre, qui charrie en permanence toute espèce de maladies, de bestioles, etc., il est très, très difficile de lutter contre un certain nombre de maladies, contre des herbes qui poussent en permanence, avec des graines qui sont charriées par le vent. On est des territoires très, très ventilés qui viennent de loin, y compris d'Afrique du Nord. Donc, il faut pousser la recherche, mais je ne veux pas qu'on stigmatise les agriculteurs. Parce que c'est très dur pour eux. C'est vraiment très dur pour eux. Et lorsque dernièrement, par exemple, on a supprimé l'azulox dans la culture de la canne à sucre, ben, j'ai vu des planteurs de canne complètement déroutés parce qu'une canne enherbée, c'est une canne qui ne produit pas ce qu'il faut en termes de sucre et qui demain ne donne pas de rendement à ses agriculteurs. Donc, les mesures alternatives existent. Il faut que le gouvernement pousse les budgets de recherche pour que vous, les chercheurs, vous ayez les moyens d'aller vite et de faire bien. Est-ce que vous avez suffisamment les moyens justement de mener à bien ces recherches? Sur cette question, on va dire qu'on a un budget national qui est assez fort. Si on se compare, l'INRA est le premier en Europe des organismes de recherche agronomique, le deuxième au monde. Donc on pourrait avoir plus de moyens, évidemment, mais on a quand même une base qui est solide. On travaille avec Frédéric Vidal, ses équipes et le ministre de l'Agriculture à réfléchir à des programmes nouveaux dans le domaine des phytosanitaires, des alternatives phytosanitaires. On va présenter aussi à l'Europe des grands programmes de recherche. La Commission européenne propose d'augmenter le budget de la recherche sur l'agriculture et l'alimentation à un niveau important dans les prochaines années. C'est un bon signal. Donc on se met en position de répondre avec des offres qui soient de recherche et d'innovation très concrètes. Et puis toujours, un point important pour nos auditeurs, ça bouge quand même sur le terrain en France. Et même s'il y a des zones de difficulté, on a fait ensemble avec les chambres d'agriculture une évaluation sur les 1000 fermes les plus engagées dans le cadre du programme Ecophyto, et on a pu montrer que les agriculteurs avaient réduit de 30% l'utilisation des pesticides, tout en étant dans la logique concurrentielle, sans perdre de rentabilité ou de productivité. Donc tout l'enjeu, c'est de généraliser
ces bonnes pratiques, 2000, 3000, 30 000 et un jour 300 000 agriculteurs. Et donc il y a un enjeu qui va même au-delà de la recherche, sur l'accompagnement, le rôle des chambres d'agriculture, de la formation, des lycées agricoles, et puis des aides dans la prochaine PAC pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. Ce qu'on voit, Didier Marteau, l'opinion publique ne comprend pas d'ailleurs le revirement du gouvernement sur cette question du glyphosate. Essayons de ne pas nous limiter au glyphosate, parce que moi je le vois dans un ensemble, vraiment. C'est pas seulement le glyphosate qu'il faut régler, c'est l'ensemble du... Moi, je pense que vraiment l'agriculteur a pris conscience, honnêtement. Il y a 10 ans, j'étais montré du doigt, aujourd'hui, je suis un peu montré en exemple. Donc, c'est des choses importantes. Le discours, il passe. Les gens sont soucieux de trouver des alternatives. Si, croyez-moi, ils pouvaient s'affranchir des phytos, ils le feraient. C'est pas par plaisir que l'on traite. Et en effet, tout à l'heure, on a réduit les doses, parce que moi, j'interviens que de nuit, lorsque les conditions sont idéales, il n'y a pas de vent, il y a la bonne hygrométrie. Vous savez, on a plein de paramètres. On a des modèles aujourd'hui qui nous permettent de ne pas traiter, parce qu'on sait que selon la météo qui va venir... C'est peut-être pas le cas dans toutes les exploitations agricoles. Mais si, parce qu'aujourd'hui, on a mis des bulletins de santé végétale qui rentrent dans toutes les fermes, c'est-à-dire qu'il y a des observations qui sont faites où on donne les bonnes pratiques, on dit de ne pas traiter parce que les seuils de nuisance ne sont pas atteints, c'est-à-dire le risque pour la perte n'est pas atteint. C'est devenu très, très scientifique et l'agriculteur, il en demande. Maintenant, c'est les agriculteurs aussi eux-mêmes qui ont trouvé. C'est-à-dire qu'à côté de l'INRA, c'est une part de solution. Les biocontrôles, c'est une autre. Mais les agriculteurs, dans ces pratiques, selon les cultures qu'il va le faire, l'alternance des cultures, selon les variétés qu'il va utiliser, les techniques. Dans mon département, pour un exemple, ce matin, on n'utilise plus d'insecticide du colza. Et Dieu sait, sur le colza, c'est une fleur et c'était très sensible. On a trouvé des solutions avec, en mettant de la févrole, qui est un répulsif et qui apporte de l'azote à la culture, qui va geler l'hiver, donc il va se détruire toute seule. Des exemples, je vous en ai des centaines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience. Alors, ça va être encore un peu long, parce que ça ne va pas arriver tout de suite, mais en tout cas, les choses sont prises. Ce qui est difficile, c'est la concurrence. Je termine là-dessus. C'est-à-dire, laisser rentrer tous les matins des productions OGM, des productions d'huile de palme, des productions de traitements de phyto qui ne sont même plus utilisés en France, qui sont encore utilisés ailleurs. On le voit sur les fruits et légumes. C'est quand même compliqué parce que derrière, il y a un marché. Marteau, vous disiez qu'il y a une prise de conscience, mais il y a aussi des décisions qui passent mal auprès de l'opinion publique. On parlait de cette interdiction du glyphosate qui tarde à venir, mais il y a aussi la fin du fonds d'indemnisation pour les victimes du pesticide. Ça donnait lieu à une interpellation de votre collègue sénatrice socialiste, Nicole Bonnefoy. C'était tout à l'heure, on l'écoute. Au Sénat, sur l'initiative parlementaire, nous avons examiné une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires, qui a été voté ici au Sénat le 1er février, qui facilite le parcours de reconnaissance des malades, qui est aujourd'hui un parcours du combattant, qui permet la réparation intégrale, réparation qui, si elle a lieu aujourd'hui, n'est que forfaitaire, et qui responsabilise les firmes sur cette situation, puisqu'elles y participent financièrement. Ce fonds d'indemnisation, malheureusement, voulant se traduire par voie d'amendement dans la loi agricole à l'Assemblée nationale, a subi un sort moins glorieux qu'ici au Sénat. Nous n'avons pas voulu ne rien faire lorsque nous n'avons pas adopté l'amendement qui était proposé à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est améliorer la prise en charge par l'intermédiaire des régimes qui sont existants. Nous souhaitons travailler sur le tableau des pathologies, des maladies qui sont reconnues pour les agriculteurs. Ça peut être la question des lymphomes. C'est un certain nombre d'autres pathologies qui sont déclinées avec l'utilisation, les méthodes de travail et l'utilisation d'un certain nombre de produits. Vous avez été convaincu par la réponse du ministre Ronan Dantec ? Non, pas vraiment, mais moi je crains que derrière le fait de ne pas mettre l'interdiction à 3 ans avec des dérogations, parce que ça aurait pu être écrit comme ça en disant on interdit à 3 ans et on laisse des dérogations. Comment ça avait été écrit pour les néonicotinoïdes, ce qui était tout à fait faisable. Pourquoi le gouvernement ne le met pas ? Moi je crains que ce soit parce que aujourd'hui, dans la négociation européenne sur la PAC, l'agriculture est moins au cœur des préoccupations de la France, qui est une évolution là. Or, on aura besoin d'un pilier 2 de la PAC, notamment très fort, pour mener à bien cette mutation de l'agriculture française. Et quelque part, moi, ce que je crains, dans la position du gouvernement sur la non-interdiction du glyphosate, c'est que derrière, il n'y ait pas non plus la mobilisation sur les financements qui permettent cette mutation. Je voudrais juste finir sur peut-être que l'agriculture française, qui est en train de muter, peut être un modèle à l'échelle internationale. Je crois que ce point est extrêmement important. Moi, je dialogue beaucoup avec le CIRAD sur l'Afrique, notamment sur l'Afrique tropicale. Le modèle qu'on est en train
difficilement, mais peut-être en train d'expérimenter, il faut demain l'exporter. Et il faut demain que nos marchés ne soient ouverts qu'à ceux qui rentrent dans le cadre de cette agriculture qui préserve la planète. C'est cette discussion qu'on doit avoir. Il y a aussi des lobbies agricoles qui ne sont pas favorables à ça, parce qu'ils sont exportateurs de l'agriculture d'hier. On le sait, en France aussi, ça existe. Mais je pense qu'on a là une vraie discussion à avoir de manière apaisée et que ce qui se passe là avec la table ronde de ce matin montre qu'on évolue quand même de manière intéressante. Oui, ce qui peut, pour avoir aussi des signaux au niveau mondial au-delà de l'Europe, parce qu'il y a l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe. On a eu l'occasion, l'INRA, de signer des accords avec des collègues chinois. Et je le disais ce matin, la Chine, c'est évidemment la très grande puissance économique de demain. C'est le premier investisseur en recherche agronomique au monde depuis quelques années, et on est interrogé par les Chinois sur l'agroécologie, sur les approches de protection des plantes. On a monté avec eux un programme qui est extraordinaire pour les aider à faire du riz dans des rizières sans fongicides, alors qu'ils en utilisent normalement énormément. Et on le fait avec eux sur 10 ans. C'est un très joli programme qui s'appelle le riz éternel, parce qu'on peut protéger, c'est eux qui l'ont appelé comme ça, les Chinois, le riz qui se protège tout seul sans fongicides, juste en mettant plein de variétés de riz différentes qui ont tout un gène de résistance différent aux champignons. Et du coup, le champignon n'arrive pas à se développer dans la rizière, et sans mettre de produits chimiques, on a la bonne protection. Donc ça bouge au niveau mondial, effectivement ça prend du temps, et je pense qu'il faut travailler sur des moyens de valoriser l'offre française, et les agriculteurs qui s'engageront, on l'a dit aux États généraux de l'alimentation, dans des démarches d'agroécologie, réduction de pesticides, il faut trouver des moyens en termes d'étiquetage, de valorisation de labels, pour qu'ils puissent vendre mieux leur production dans ce concert international. Catherine Concombre, on arrive au terme de ce débat. On a évoqué ce scandale annoncé sanitaire du chlordécone. Est-ce que vous allez interpeller le gouvernement, saisir les autorités sur ce point ? Ah mais c'est fait depuis longtemps. Si aujourd'hui il y a des plans chlordécone, il y a aujourd'hui des instances qui se réunissent, c'est qu'il y a des élus, des parlementaires, mais également des agriculteurs, la population qui est très mobilisée sur ces questions depuis plusieurs années. Nous voyons régulièrement les ministres concernés, santé, agriculture et outre-mer, qui nous font des comptes rendus, et nous on met la pression pour que ça aille vite, pour qu'il y ait des moyens de communication aussi à l'endroit de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, le milieu contrôlé est facile à cerner. Il y a des analyses qui sont faites dans les supermarchés, sur les étals de marché, etc. Il y a aujourd'hui des zones géographiques qui commencent à sortir de terre et on commence à savoir là où il y en a et là où il n'y en a pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est circuit informel. C'est-à-dire la petite mamie qui, derrière chez elle, élève 3 poules, qui picore dans le sol, sans savoir que cette terre est polluée au chlordécone, et qui le samedi, pour arrondir ses fins de mois, va vendre sa petite production d'œufs sur le terrain, sur le marché, comme ça, en privé. Et elle ne se rend pas compte que ces poulets sont contaminés et que forcément les œufs deviennent des bombes à chlordécone. Donc il y a toute une information qui passe. On s'est vu encore il y a 15 jours en préfecture, où nous avons demandé aux autorités de changer de braquet en termes de communication, de ne pas faire du tout Internet, parce que tout le monde ne va pas sur Internet, y compris la population âgée. Donc il faut diffuser un maximum, faire du porte-à-porte, aller sensibiliser les gens en live. Il y a un certain nombre d'organismes qui prennent en charge les éleveurs pour leur apprendre les bonnes pratiques. Je pense qu'on est sur la bonne voie, sauf qu'il faut accélérer et densifier le mouvement. Et on organise, l'INRA et l'INSERM, un grand colloque en octobre sur le sujet chlordécone. Donc toutes les données scientifiques seront présentées et mobilisées. Eh bien, merci à vous Philippe Mauguin, merci Catherine Concombre, merci à Didier Marteau, merci à vous Ronan Dantec d'être venu participer à ce débat. Et on a parlé de la PAC, puisqu'il y a justement une proposition de loi à l'initiative de votre groupe Ronan Dantec qui est actuellement en discussion dans l'hémicycle. Pour en parler, on va retrouver Tam Trani qui suit pour nous les débats aujourd'hui en tribune de presse. Et oui, Delphine, c'est plus précisément une proposition de résolution qui est débattue cet après-midi sur la PAC, la politique agricole commune, pour une préservation de la politique agricole commune forte. Si ce texte n'a donc pas de vraie valeur normative, eh bien, en revanche, ce texte est fort car il est transpartisan. Il retranscrit très bien l'état d'esprit de l'ensemble des sénateurs sur la PAC. Tous adressent une requête au gouvernement que l'exécutif plaide auprès
près du Conseil européen pour que la PAC soit maintenue pour la période 2021-2027, que le budget reste stable en euros. Alors le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui a décidément passé sa journée au Sénat aujourd'hui, lui de retour d'un voyage à Sofia en Bulgarie où s'est tenue une réunion informelle des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne. Lui aussi veut une PAC ambitieuse, mais il avertit, les négociations sont très loin d'être simples. On écoute Stéphane Travert. Cette nouvelle PAC nous permettra-t-elle d'innover, de moderniser les systèmes de production, de défendre nos exploitations familiales dans une économie mondialisée? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous n'en sommes qu'au début d'une négociation, mesdames, messieurs les sénateurs, qui va durer longtemps et qui, n'en doutez pas un seul instant, sera âpre et sera dure. Et oui, la négociation risque d'être âpre et dure, a dit le ministre de l'Agriculture. Il faut dire que l'on annonce pour cette période 2021-2027 une baisse de 12% de la PAC. C'est ce que propose la Commission européenne. Difficile avec une telle baisse de maintenir le niveau d'exigence de la PAC. Les agriculteurs français eux-mêmes devraient subir une perte de 5 milliards sur les 55 milliards d'euros qu'ils perçoivent de l'Union européenne, alors que très souvent, cette aide de la PAC est vitale pour de nombreux agriculteurs. Elle représente pour beaucoup d'entre eux environ la moitié de leurs revenus en France. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. On vient de l'apprendre, des perquisitions sont en cours depuis 15 heures aujourd'hui à Bercy, au ministère de l'économie, dans le cadre de l'affaire Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Élysée et bras droit d'Emmanuel Macron, vous le savez, est visé par une plainte d'Anticor pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Cette association dénonce ses liens supposés avec l'armateur MSC. Ce n'était pas arrivé depuis 2001. Les comptes de la sécurité sociale sont proches de l'équilibre. Le déficit global ne devrait pas dépasser les 300 millions d'euros. C'est un montant bien inférieur aux 2,2 milliards prévus. Nelson Jetten. Depuis 17 ans dans le rouge, la sécurité sociale est sur le point de repasser dans le vert. Ses comptes sont presque à l'équilibre. Moins 300 millions d'euros en 2017 contre un déficit de 2,2 milliards attendu. Ce matin, la ministre de la Santé a commenté cette bonne nouvelle, mais avec précaution. La sécurité sociale va mieux, c'est-à-dire que le fameux trou de la Sécu est en train de disparaître, mais pas pour les bonnes raisons. Pas parce que nous avons fait les réformes structurelles, tout simplement parce qu'il y a eu une rentrée assez brutale d'argent en fin d'année grâce à la reprise de l'emploi et à la croissance. Il y a en effet plus de cotisations sociales pour financer la santé, soit 7 milliards d'euros supplémentaires. Ce sont donc les Français qui ont en partie contribué à combler le déficit. Mais selon les parlementaires de gauche, l'équilibre a également été retrouvé au prix d'efforts importants demandés aux professionnels de santé. L'année 2018 correspond, dans l'histoire de la sécurité sociale, à l'année la plus importante du point de vue des économies demandées au système de santé. Ces économies sont demandées à hauteur de plus de 4 milliards d'euros. Le rétablissement des comptes sociaux ne peut pas se faire au détriment de la qualité du soin, ne peut pas se faire au détriment de la qualité du travail des médecins et de celles et ceux qui les accompagnent dans les hôpitaux. Concernant le système de santé, le président de la République a promis une réforme globale qu'il devrait annoncer avant la fin du mois. Et Claude Le Pen, économiste de la santé, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Claude Le Pen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette amélioration, elle est inattendue du déficit de la sécurité. Comment peut-on l'expliquer ? Il y a deux explications qui ont été données. Les deux sont bonnes, celle du sénateur Daudigny et celle de la ministre Agnès Buzyn. Il y a effectivement une rentrée importante inattendue, reliée à une bonne croissance économique, enfin une bonne croissance, disons une moins mauvaise croissance économique. C'est pas encore le boom, hein, mais c'est avec une masse salariale qui a progressé, qui progresse environ de près de 4%, 3,9%. Et un point de masse salariale, ça rapporte près de 2 milliards à la sécurité sociale. Donc ça contribue, si vous voulez, à l'équilibre. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même soumis le système à des plans de maîtrise extrêmement sévères, que cette année, le Parlement a voté en décembre 2017 la LFSS avec un plan d'économie. C'est la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale avec un plan d'économie de 4 milliards 2. Et donc c'est la combinaison, si vous voulez, d'un effort sur les dépenses et de meilleures recettes
recettes, qui fait que le déficit diminue de manière assez spectaculaire. On s'attendait, si vous voulez, tendanciellement, depuis le dispositif abyssal, le déficit abyssal des années 2009-2010, plus de 30 milliards, on s'attendait, on a vu qu'il diminuait progressivement, on ne s'attendait pas à ce que la résorption arrive. D'un point de vue politique, Emmanuel Macron peut remercier François Hollande, si on vous écoute, Claude Le Pen. Ah bah ça, en tout cas, nous sommes aujourd'hui en Europe, de manière générale, parce qu'il n'y a pas que la France, en Europe, dans un... On peut voir les choses un petit peu à moitié vide ou à moitié plein. Toute l'Europe recroît, et peut-être que certains pays croissent un peu plus rapidement que nous. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, la conjoncture est porteuse, plus il y a d'emplois créés, plus il y a de cotisations sociales. Le gouvernement va donc pouvoir tenir son engagement d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux avec un an d'avance, 2019 au lieu de 2020. C'est ça, exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français. Après, se posera la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, disons, de ces recettes supplémentaires. Donc il y a plusieurs... Bon, c'est vrai que le monde de la santé a été mis un peu à la diète depuis plusieurs années, notamment en 2018. Vous le dites vous-même, ce retour à l'équilibre, finalement, les Français l'ont payé aussi. Les Français l'ont payé, ça c'est clair. Le système de santé l'a payé, les professionnels de santé, les hôpitaux, qui sont quand même un peu exsangues, notamment dans les services d'urgence. On a beaucoup baissé les prix des médicaments, avec un problème d'attractivité pour les investissements étrangers. On a quand même, si vous voulez, beaucoup serré la ceinture. On a pratiqué ce qu'on appelle, nous, la politique du rabot. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de grandes réformes de structure, on n'a pas changé le système, on a simplement demandé à tous les acteurs de dépenser un peu moins, sans trop changer les règles du jeu. Alors, bien sûr, ils ont souffert. L'hôpital public notamment, et tout particulièrement les services d'urgence, comme chacun sait. Donc il y a des besoins, le système a un petit peu soif de ressources nouvelles. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que le système est endetté. On a encore 120 milliards à fin décembre. Il y a une hausse des recettes, mais pas forcément de baisse de dépenses de santé. Il n'y a pas de baisse des dépenses de santé. Il y a des dépenses de santé qui augmentent un peu moins vite que si on faisait rien. C'est-à-dire que si on ne faisait rien, elles augmenteraient de 4,5%. Comme on prend des plans de maîtrise, elles n'augmentent que de 2,3%. Donc, disons, les plans de maîtrise, ça sert à ça. Ça sert à ramener la croissance spontanée à la croissance voulue en demandant des efforts aux acteurs. Mais il y a la dette. C'est-à-dire la dette, c'est tous les déficits accumulés, parce que depuis 20 ans que le système est en déficit, on continue à payer. À rembourser les médicaments, à payer les retraites, à payer les allocations familiales. Donc, ceci est payé par la dette, par la création de la dette. Cette dette est aujourd'hui importante. Elle est elle était de 120 milliards d'euros à la fin 2017. Elle sera de 100 milliards d'euros environ à la fin 2018. Donc là, il y a priorité, si vous voulez, à renflouer le système ou priorité à désendetter le système. Il y aura là un choix politique. Quand va-t-on faire des excédents, Claude Le Pen, justement ? Ben voilà, c'est-à-dire que le choix va se poser. Qu'est-ce qu'on fait de ces excédents ? Est-ce qu'on relâche la pression ? Je pense que ce serait une erreur. Ce qui serait, si vous voulez, ce qu'il faut faire, en gros, si je peux oser donner des conseils, c'est remplacer la politique du rabot, un petit peu, on demande, par une politique de vraie restructuration, de regarder un petit peu les problèmes de prévention, d'organisation des soins, de relations entre la ville et l'hôpital. Bon, il y a un très intéressant rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui a été publié hier, avec des pistes assez révolutionnaires, notamment au plan local, au plan territorial, avec une de meilleures coopérations entre les médecins de ville et les médecins hospitaliers. Donc tout ça, c'est tout à fait souhaitable. Plus de réformes structurelles, peut-être un peu moins de rabots, et puis désendetter le système, parce qu'un système qui est lourdement endetté, c'est un système qui ne croit pas à l'avenir, qui obère un petit peu ses chances de succès. Car attention, il ne faut pas crier victoire trop tôt, parce qu'on va avoir un retournement de la conjoncture. Alors d'une part, on est à la merci d'un retournement. Il y a une loi très simple. Quand l'économie va bien, la Sécu va bien. Quand l'économie va mal, la Sécu va mal. Parce que la Sécu est financée par des cotisations sociales, par la CSG, qui sont directement liées à la situation de l'emploi. Donc il n'y a pas... Effectivement, on est à la merci. Et d'ailleurs, pourquoi on était en déficit à 30 milliards en 2008-2009 ? Parce que la croissance était négative. Pourquoi aujourd'hui a-t-on retrouvé un équilibre ? Parce que la croissance est revenue. Presque revenue. Donc voilà, donc il n'y a pas de miracle à attendre. Tout ça ne tombe pas du ciel. C'est l'effort des Français, c'est l'effort du système de santé. Et il faut poursuivre ces efforts. Et pour autant, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et puis le ministre de l'Action publique et des Comptes, Gérald Darmanin, pense bien que ça va permettre un retour à l'équilibre durable, cette bonne nouvelle. Ça peut être un retour à l'équilibre durable si la croissance est durable. Mais il y a des cycles de croissance. Nous sommes plutôt aujourd'hui entrés dans une phase plutôt positive. Le gouvernement a lancé une politique de développement économique. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'il affiche. Donc, ça sera très lié au succès de la politique macroéconomique, la politique globale qui pousse la croissance, qui détermine l'emploi, etc. C'est un petit peu... L'avenir de la Sécu se joue
au niveau des comportements de chacun d'entre nous, hein, mais aussi au niveau macroéconomique, disons, de la capacité de la France à produire des richesses nouvelles. Je voudrais entendre Claude Depenne aussi sur le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui préconise finalement d'investir dans des hôpitaux communautaires, dans des petites structures. Ça, c'est un peu surprenant, ça ne va pas forcément plaire au gouvernement ? Non, ce n'est pas surprenant du tout. Nous, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'entre nous préconisons de créer des structures alternatives à la grande hospitalisation. Ce que dit le rapport, c'est que d'un côté, il y a les grands hôpitaux pour l'enseignement, pour la recherche, pour les soins très lourds, etc. Et pour les urgences vitales. C'est-à-dire les urgences où si on n'intervient pas, le patient meurt. Donc il ne faut pas fermer les petits hôpitaux, c'est ça, les petits hôpitaux de proximité. Non, il faut créer de nouvelles structures. C'est dit clairement dans le texte, c'est de nouvelles structures qu'ils appellent les établissements les ECS, les établissements. Et ces nouvelles structures doivent accueillir des patients pour les soins de continuité, pour les maladies chroniques et aussi pour les petites urgences qui ne nécessitent pas des soins très urgents. Autrement dit, on enlève les petites urgences des hôpitaux tels qu'ils sont et on les met dans ces structures intermédiaires. Ces structures intermédiaires devraient travailler en étroite collaboration avec les communautés de praticiens libéraux, donc ce qu'ils appellent les CPTS dans leur jargon. Et donc on crée, si vous voulez, entre le cabinet traditionnel et l'hôpital traditionnel, on crée deux petites structures, deux structures nouvelles, pas petites, deux structures nouvelles. L'une plutôt pour les soins de suite avec hospitalisation, l'autre plutôt pour les soins ambulatoires. Et ces deux structures visent à dégager et alléger la charge, disons, des structures. Des économies de transport aussi, c'est ça ? Avec des économies de transport et puis surtout on ne va pas mobiliser des moyens énormes que sont ceux d'un CHU ou d'un CHR pour des pathologies bénignes. Le gouvernement qui réfléchit à une refonte globale de notre système de soins pourrait s'inspirer de ce rapport, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas trop l'orientation qui était prise, Claude Depenne. Oui, écoutez, on verra. Le président de la République fera une grande communication sur l'hôpital à la fin du mois. En tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est le bruit qui court. On verra ce qu'il dira. Mais je ne suis pas aussi certaine qu'il refuse cette idée, si vous voulez, de remplacer les structures de soins traditionnelles, l'offre de soins traditionnelle, par un nouveau regard qui abolit un petit peu la barrière très rigide qu'il y a entre la ville et l'hôpital et qui désengorge l'hôpital d'urgences qui ne sont pas de vraies urgences et qui pourraient être traitées à un échelon, en quelque sorte, non pas inférieur, parce que ce serait péjoratif, mais à un échelon plus décentralisé. Le tout en collaboration avec la médecine de ville. Il y a un grand pari, c'est de refaire travailler ensemble. La réponse, c'est bien fin juin, avec ce discours attendu du président de la République. Très attendu du président de la République. Merci à vous, Claude Depenne, pour votre analyse. Dans le reste de l'actualité au Sénat, les conclusions de la mission sur la sécurité routière et la limitation de la vitesse à 80 km/h étaient débattues hier dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter cet échange entre les sénateurs LR Michel Raison et la ministre Jacqueline Gourault. Je vous disais personne n'était sûr de détenir la vérité, mais qu'il fallait se poser beaucoup de questions quand, comme vient de le souligner mon collègue, 76% des Français sont opposés à cette mesure. Et dans les 76%, il y a des gens des villes et des gens des champs. Et que l'ADF, l'Association des départements de France, est également opposée, on les a auditionnés, à cette mesure. Et ils adhèrent d'ailleurs à la conclusion que va développer ma collègue Michèle Vullien. Ce n'est pas de notre faute si la communication du Premier ministre a dérapé dès le départ, parce qu'il y avait 18 mesures de prise et il nous a parlé que des 80 km/h sans aucune explication et sans nous dire pourquoi, réellement, scientifiquement, on pouvait mettre en place cette mesure. Les routes pour lesquelles il faut baisser la vitesse, comme vous le demandez, sont déjà bien identifiées. C'est ça l'idée, c'est que les routes sont déjà bien identifiées. Elles ont été déterminées par le croisement des données recueillies localement et des données de réseau fournies par les conseils départementaux qui connaissent le réseau. Il n'est pas besoin, comme vous le proposez, de différer la mesure et le réseau sur lequel elle doit s'appliquer. Ne pas appliquer la mesure sur tout ou partie du réseau sur lequel on constate le plus de décès serait incompréhensible. Après son passage à l'Assemblée nationale, la loi Collomb arrive au Sénat. Le projet de loi Asile et Immigration, très critiqué pour son volet répressif, pourrait néanmoins être réécrit par la majorité sénatoriale. Avant l'examen en séance, ce sera à partir du 19 juin. Quentin Calmy. Avec près de 300 amendements déposés en commission, le Sénat entend bien imprimer sa marque sur le texte Asile et Immigration. Déjà adopté par l'Assemblée nationale, il suscite la polémique depuis le début de l'année. Et pourtant, selon les parlementaires de droite, il ne va pas assez loin.
Il est faible sur la lutte contre le détournement du droit d'asile. Il est faible sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Il est faible sur l'intégration, qui est le corollaire nécessaire d'une politique de fermeté en matière d'immigration. Les sénateurs qui devraient adopter plusieurs modifications. Les parlementaires de la droite et du centre entendent revenir sur l'article 19 qui assouplit le délit de solidarité. Autre ajout du Sénat, le Parlement fixerait des quotas en matière d'immigration. Enfin, les sénateurs veulent créer des limites dans l'accès aux visas pour les pays les moins coopératifs en matière de reconduite à la frontière. Les amendements que nous proposons, on verra bien ce que dit le gouvernement en séance, mais les amendements que nous proposons, c'est en gros pour dire, attendez, si vous avez de bonnes intentions sur le départ des immigrés clandestins, nous on propose un certain nombre de mesures pour que ce soit réaliste. Il faut un budget, il faut des conditions de rétention, il faut une capacité à expulser pour de bon. On prend le gouvernement au mot. Vous voulez nous dire que vous allez maîtriser mieux, plus encadrer, etc. Nous vous proposons les mesures concrètes pour le faire. Parmi les opposants les plus farouches au texte, les sénateurs communistes, eux, entendent porter la voix des associations et des militants. Il n'y a pas d'équilibre sur ce texte. Ce texte a vocation à faire en sorte que le plus grand nombre d'étrangers, qu'ils soient demandeurs d'asile ou réfugiés ou même migrants économiques, de les expulser du territoire français. C'est ça l'ambition que porte Gérard Collomb et le gouvernement. Un texte fleuve qui promet d'importantes confrontations dans l'hémicycle. Début des débats en séance à partir du 19 juin prochain. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Esther Benbassa, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste rattachée au groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de Paris, bienvenue à vous. Face à vous, François Grosdidier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Moselle. Esther Benbassa, on a entendu Philippe Bas, le président de la commission des lois, estimer que c'était un texte finalement faible, un projet de loi qui ne s'attaquait pas réellement au problème de l'immigration en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Écoutez, il y a eu d'autres textes, n'est-ce pas, sur le sujet. Ce n'est pas un grand texte. Il a des failles, bien sûr, qui ont été d'ailleurs en commission. Justement, pardon, est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle loi ? Parce qu'il y en a déjà eu une en 2015 sur l'asile, une autre en 2016. Il faut faire de l'affichage politique. Hein, c'est la question du moment. Enfin, cette question dure depuis longtemps, mais là, c'est le moment, n'est-ce pas, avec l'Italie, etc. Donc, bon, moi, j'ai été en commission. Je viens de sortir. Ce texte, d'abord, il est très dur. Et il a été un tout petit peu revu, surtout sur le recours, n'est-ce pas, qui avait été ramené d'un mois à 15 jours pour la CNDA. Bon, c'est un des rares changements que j'ai constaté jusque-là. C'est la Cour nationale du droit d'asile, hein, la CNDA. Oui, oui. Et puis là, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas une inflexion. Et en plus, c'est toujours ces mots qu'on utilise. Là, il y a peut-être un quart d'heure, un de nos sénateurs utilisait le mot manœuvre. Nous avons entendu benchmarking, nous avons entendu shopping de l'asile récemment. Donc, vous voyez, un texte aussi, disons, dur, mérite quand même un peu d'humanité, mais une réflexion tout au moins humaine. Il manque d'humanité, ce texte, quand on aborde ces grandes questions d'immigration et d'asile. Je ne crois pas du tout, mais il ne faut pas qu'on se joue de mots. Et c'est vrai, même le gouvernement joue de mots. C'est vrai qu'il y a parfois des messages très forts qui veulent être des messages d'opinion. Le problème, c'est de savoir quelle réalité on veut. Alors, moi, je peux comprendre, ma collègue Esther Benbassa et beaucoup, on peut rêver d'un monde idéal, et ce serait même le mien, où on pourrait avoir la liberté de circulation totale sur la planète et partout aussi l'égalité des droits. Voilà. Sauf que même notre système, il explose si on veut maintenir l'égalité des droits et qu'en même temps, il y a la liberté de circulation et d'installation. Le monde est tel qu'il est, et entre l'idéal et la raison nous commande de tenir compte de la réalité. Donc aujourd'hui, quelle est notre réalité ? C'est qu'à la fois, nous voulons, et là tous,
préserver ce droit sacré qui est le droit de l'asile. C'est-à-dire que quand quelqu'un est menacé de mort, menacé dans sa sécurité, dans son intégrité, dans son pays... Ils sont mieux protégés, les étrangers qui demandent le droit d'asile en France avec ce texte. On doit pouvoir lui offrir l'accueil. Et aujourd'hui, ce droit d'asile est noyé au milieu d'une immigration qui peut avoir sa légitimité, ses raisons. Je comprends qu'on veuille quitter son pays parce qu'on y vit mal, mais qu'on ne peut pas mélanger avec le droit d'asile. Chacun son tour. Et donc, on a aujourd'hui une immigration économique, une immigration même parfois étudiante qui déborde, et qui parfois abuse et qui n'est pas contrôlée. Donc le but c'est quoi? C'est à la fois de garantir l'asile politique qui lui est sacré, c'est de bien maîtriser l'immigration familiale qui répond à des droits et qui ne peut pas être quantifiée, mais en revanche, l'immigration économique, c'est celle qu'on souhaite et qui est liée à l'emploi, et l'immigration étudiante, c'est celle qui est liée à des études. Et la réalité aujourd'hui, c'est que tous ces systèmes sont complètement débordés. Et alors, sans se jouer de mots, on veut simplement, par ce texte, amener les dispositions qui ne révolutionnent pas les droits, mais qui les rendent effectifs. C'est-à-dire que la loi soit appliquée. Et aujourd'hui, la loi n'est respectée en rien. Donc vous le regardez plutôt d'un bon œil, ce texte, voilà. François Grosdidier. Vous le regardez plutôt d'un bon œil. Oui, j'ajouterais il est insuffisant. Vous avez... Ah oui, vous voulez le durcir. Non, mais il ne faut pas durcir que le droit tel qu'il est déterminé actuellement puisse être effectif et respecté. Non, mais il n'est pas effectif parce que l'objectif de ce texte, c'est de décourager l'immigration. Vous avez parlé des étudiants. Les étudiants, vous savez, je suis prof à l'université, les étudiants ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Ils ont plus facilement leurs papiers, etc. Et j'en suis fort aise. Mais le problème n'est pas là. Vous parlez de l'immigration économique. Les gens qui viennent ici ne sont pas actuellement dans ces grandes vagues de réfugiés. Enfin, le mot n'est pas bon, mais d'exilés. Il ne s'agit pas seulement de raisons économiques. Vous savez bien que la plupart viennent de la Corne d'Afrique. Ils sont en train de fuir des persécutions au Soudan, en Érythrée. Et oui, enfin, il n'y a pas. Là, la loi n'est pas sur l'asile politique. On ne peut pas tout mélanger tout le temps. Oui, mais enfin, là, vous parlez. Vous savez, je fais toutes les villes où il y a des rassemblements de réfugiés, d'exilés. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous dites. Qu'il y ait bien sûr des demandeurs d'emploi qui viennent pour des raisons économiques. Est-ce que justement les demandeurs d'asile vont être mieux protégés en France? On parlait du délai d'attente justement dans le traitement des demandes. Est-ce qu'il y a quand même des avancées positives dans ce texte? Oui, il y a quelques avancées. On veut réduire le temps d'attente. Nous sommes tous d'accord. Il y a des articles il y a des articles sur l'article 1 et l'article 3 sur les nouveaux droits pour les apatrides. Voilà. Mais le problème, c'est que tout ce qui se trouve dans ce texte, c'est pour dissuader. Alors, si on devait prendre les mots de la ministre, on dirait que c'est le shopping du désespoir et de la mort. Je vais ajouter quelque chose qui me tient à cœur. Si c'était pour mieux cadrer les exilés, pourquoi on s'attaque aussi au délit de solidarité? Il y a eu un peu de cosmétique à l'Assemblée, on a mis la... Alors on verra ce que va faire le Sénat sur ce point, ça sera en séance la semaine prochaine. J'ai lu les amendements là. Vous avez évoqué un texte dur, un texte de fermeté, François Grosdidier, mais on sait que le gouvernement a justement présenté hier un volet intégration pour un peu adoucir les mesures contenues dans ce texte. Édouard Philippe, justement, l'a annoncé hier. Je vous propose de réécouter le Premier ministre, on en débat ensuite. Cette politique d'intégration, c'est un sujet essentiel, c'est un sujet d'intérêt, de dignité pour l'ensemble de la nation française. C'est comme ça que nous le portons, avec une politique intergouvernementale déterminée, en mobilisant les moyens nécessaires, en les consacrant aux dispositifs les plus efficaces, en essayant, dans toute la mesure du possible, de ne pas nous contenter de la proclamation de droit, laquelle peut souvent satisfaire au moment des annonces, mais qui, lorsqu'elle ne se traduit pas dans les faits, lorsqu'elle ne produit pas d'effet, est souvent une façon hypocrite de traiter le sujet.
François Grosdidier, c'est indispensable d'associer ce volet intégration, justement, quand on s'attaque à l'asile et à l'immigration. Mais bien sûr, j'allais dire enfin, parce qu'il manquait quand même ce volet dans cette loi. D'ailleurs, comme il manque un volet de développement. Parce qu'effectivement, si on ne peut pas accueillir tous ceux qui cherchent la prospérité en Afrique ou en Orient, il faut bien tout faire pour que... Alors, il y aura des cours de français, des formations aussi pour favoriser l'accès à l'emploi de ces personnes. Et je trouve que ça manque dans ce texte. Mais quand on parle d'intégration, la première des intégrations est pour moi, qui suis de Lorraine, une région d'immigration. La première immigration, elle a été économique. Et donc, si on n'a pas les conditions de l'intégration économique, c'est pour ça qu'il ne faut pas d'immigration économique dès lors qu'on n'a pas les conditions de l'intégration économique. Et qu'effectivement, on a parfois besoin de main-d'œuvre, mais que donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette immigration économique, c'est ce que vous nous dites ? Ne doit être accepté que dans la limite de notre possibilité d'intégration économique. Et c'est là, quand on dit ce texte est déséquilibré. Mais quand on dit ce texte est déséquilibré, pourquoi effectivement il va dans un sens ? Il va simplement dans le sens de mesures juridique et technique qui permet de rendre effectif le respect des grands principes qui aujourd'hui ne le sont pas puisqu'on est complètement débordé par... Est-ce que le Sénat pourrait proposer des quotas, François Grosdidier, et ils sont, nous semble-t-il, insuffisants sur un certain nombre de points qu'ont d'ailleurs évoqué le président Bas ou mon collègue Roger Carucci. Mais on sait très bien que sur un plan technique, un certain nombre, par exemple, le délai de rétention de 45 à 90 jours est techniquement absolument indispensable. Et quant au problème du délit de solidarité, il ne s'agit pas de toucher les gens d'associations caritatives ou d'associations humanitaires. On a quand même un vrai problème aujourd'hui de filière organisée de passeurs. Effectivement, il ne faut pas que ce droit soit... Il ne faut pas que ce droit... D'abord, je voudrais répondre à ce qu'a dit M. Grosdidier et aussi à ce qu'a dit le Premier ministre. D'abord, je veux bien, c'est indispensable l'intégration. Mais avant l'intégration, il y a la résorption, n'est-ce pas ? Actuellement, quand on regarde les chiffres, c'est vrai, l'Allemagne a donné des documents, enfin donné la protection à plus de 350 000 personnes en 2017. Nous, c'est 40 000. Donc, il ne faut pas des quotas. On est derrière. Écoutez, il y a eu 500 000. Combien de demandeurs d'asile ? Mais vous les mélangez. Voilà, mais non, je ne mélange pas, je parle des demandeurs d'asile. Non, mais laissez-moi terminer. Allez-y, vous voulez montrer que c'est une immigration économique. Qu'il y ait et on le comprend même. Qu'il y ait une partie de cette immigration, qu'elle soit économique, c'est vrai. Mais la majorité sont des demandeurs d'asile. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous proposez? L'intégration, c'est bien, mais ces gens-là sont dans les rues. On a évacué le camp du millénaire il y a quelques jours. La même chose, le canal Saint-Martin. Alors, je voudrais seulement répondre... Les personnes en situation irrégulière qui ne relèvent pas du droit d'asile. Sur le temps de parole, là, me semble-t-il. Donc, sans être mesquin, mais je voudrais pouvoir... Alors, que ce soit une majorité de demandeurs d'asile, c'est possible. Mais que ce soit une majorité de personnes qui peuvent justifier de l'asile politique, ça c'est une autre histoire. Et c'est justement tout le problème de la migration économique qu'on peut comprendre quand on connaît la situation individuelle. Et si des gens prennent des risques parfois inconsidérés pour venir chez nous, c'est parce qu'ils n'entrevoient pas ailleurs une perspective de prospérité. Mais en même temps, nous devons, séparer, discerner l'asile politique que l'on veut respecter, on est tous d'accord là-dessus, d'une immigration économique qu'on ne peut pas résorber. Donc quand on parle de résorber ceux qui sont là, je suis désolé, on doit accueillir, intégrer, bien sûr, les demandeurs d'asile dont la demande sera fondée et établie, mais ceux qui sont venus en demandant à tort l'asile et qui n'en venaient pas, ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Et c'est là tout le débat, et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que moi, je ne fais pas de la politique en regardant le FN. Et moi non plus, vous voyez, en suivant le discours du FN ou de la droite dure. Vous m'avez demandé un chiffre. Sur 85 000 demandes en 2016, il y a 24 000 personnes qui ont obtenu, ont
tuent leur papier. Donc, il faut élargir les critères d'accès à ce droit d'asile, selon vous. Mais moi, je toucherais aussi un point qui n'est pas exact. N'est-ce pas? On ne parle pas des associations caritatives. Ce sont des individus comme Cédric Héroux, Martine Landry, le jeune Raphaël, Manoni, etc. Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des délinquants. Ils sont considérés comme délinquants solidaires parce qu'ils ont aidé. Et en plus, aujourd'hui, je crois en commission, on va aussi n'est-ce pas, effacer le petit acquis qui a été obtenu à l'Assemblée. Alors de nouveau, on va retomber dans les mêmes condamnations, les passages devant le tribunal. C'est une honte pour la France. 19 juin, François Grosdidier, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée, mais en tous les cas, on suivra attentivement la séance à partir du 19 juin. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 14h30, pour les questions d'actualité au gouvernement.